Eh bien, bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans notre 38e conférence. C'est la 38e Ok. conférence Biotech Finance en partenariat avec France Biotech. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir et de recevoir Frédéric Galli. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Frédéric est le CBO de Signia Thérapeutique, Signia Thérapeutique qui est une société issue du laboratoire Virpat, donc elle était vraiment au cœur de l'actualité Covid-19. Et cette société est spécialisée, logiquement, dans le repositionnement de médicaments dans de nouvelles indications thérapeutiques contre les infections respiratoires. C'est dire si on est vraiment au cœur du sujet. Signia vient d'obtenir une subvention de 2,38 millions d'euros de la part de la Commission européenne pour sa plateforme Signatura, qui est justement la plateforme pour le repositionnement des médicaments. On va en parler. Et Signia a été créé en avril 2017, donc c'est une toute jeune société avec un site de 1 million d'euros, et on parlera de ses prochains développements. Comme d'habitude, nous allons passer une vingtaine de minutes en questions-réponses avec Frédéric, puis nous passerons aux questions de la salle. J'espère que vous préparez vos questions pendant qu'on parle. Comme ça, je vous céderai à tous la parole. Et vous pouvez poser aussi vos questions par écrit sur la droite de l'écran. Voilà, Frédéric, merci encore d'être avec nous. Alors, on va d'abord parler évidemment de cette crise Covid-19 parce que vous avez été impliqué très tôt dedans. On a fait quelques informations sur ce sujet-là. Quel a été l'engagement de Signia dans cette bataille? Qu'est-ce que vous avez fait? Où est-ce que vous en êtes? Développez largement ce que vous avez fait. Ok. D'abord, merci de cette invitation. C'est un plaisir, c'est un honneur d'être là ce soir parmi vous. Signia Thérapeutique, on a la chance d'avoir un partenariat privilégié avec un laboratoire académique lyonnais qui s'appelle Virpat, dans lequel travaillent des experts dans le monde de la virologie, des experts reconnus. Et Signia Thérapeutique, c'est une spin-off de ce laboratoire. Et en tant que spin-off de ce laboratoire, on a donc ce partenariat privilégié qui nous donne accès à plein de choses. En particulier, dans le cas de Covid, ça nous a donné accès très tôt à des échantillons de patients infectés, les premiers échantillons de patients infectés en France. Et on a été en mesure très rapidement, en fait en 3 semaines, on a été en mesure de proposer des candidats pour une évaluation clinique, donc pour le traitement de Covid-19. C'est-à-dire qu'on a eu accès au laboratoire P3 de l'université, on a eu accès donc aux souches de virus isolées, séquencées, et on a fait marcher notre plateforme Signatura. On a identifié donc des molécules, des combinaisons de molécules. On a validé tout ça sur nos modèles de validation préclinique. On a un modèle in vitro, donc ce sont des cellules infectées. On a un modèle ex vivo qu'on a créé au laboratoire, qui est en fait un épithélium pulmonaire reconstitué, donc c'est un modèle 3D, infecté également. Et enfin, on a validé ça sur un modèle animal de souris. Et on a donc sélectionné deux molécules en combinaison. Et on est aujourd'hui en clinique avec l'une d'entre elles et on passe de lancer un deuxième essai clinique avec la deuxième. Voilà, l'essai clinique qui est en cours s'appelle IDYLIC. Il a pour but d'évaluer donc une combinaison qui contient du diltiazem, qui est notre molécule phare, avec une deuxième molécule qu'on a identifiée au cours de cette campagne. Et la deuxième combinaison qu'on propose, c'est une combinaison toujours avec du diltiazem, mais avec du remdesivir, qui est, comme vous le savez, l'antiviral qui a été mis en avant par le laboratoire Gilead. Nous, on a montré que remdesivir, en effet, tue les virus. Et malheureusement, c'est une molécule qui est toxique, donc on ne peut pas l'utiliser à des doses intéressantes. Et en revanche, en combinaison avec notre molécule diltiazem, on a montré qu'il y avait une combinaison synergique, une efficacité qui est exponentielle. Et donc, ça permet de diminuer fortement les doses d'antiviral pour avoir le même effet. Et en fait, nous, ce qui est intéressant, c'est que la molécule donc diltiazem, qui est au départ un antagoniste calcique, donc qui est utilisé pour ces indications dans le traitement de maladies cardiovasculaires, on a montré que cette molécule induit chez la cellule infectée
la surproduction d'interférons de type 1 et de type 3, qui sont en fait les cytokines responsables de l'immunité innée, spécifiques des infections des épithéliats bronchiques et intestinaux. Donc, en fait, c'est une combinaison d'un antiviral avec une molécule qui booste l'immunité innée. Et c'est ça qu'on est en train d'évaluer en ce moment. Alors, dans cette compétition, on a vu beaucoup de dossiers émerger de multiples sociétés. On va dire, quelle est la caractéristique propre de Signia, la signature, si on peut dire, de Signia dans cette forêt de propositions? Alors, il y a eu une sorte de leitmotiv qu'on a tous entendu tous les jours concernant Covid-19, c'est repositionnement de drogue. La plupart des molécules qui ont été testées dans des essais cliniques sont repositionnées, c'est-à-dire que elles ont été conçues, elles ont été synthétisées, elles ont été en partie développées dans d'autres indications. La différence avec Signia, c'est que toutes ces molécules étaient à l'origine, je ne parle pas de la chloroquine, hein, je veux pas je veux pas polémiquer, mais toutes ces molécules étaient à l'origine synthétisées pour des indications en virologie. D'accord ? Nous, ce qui nous différencie de ça, c'est que nous, on ne cible pas les virus. Avec notre molécule, on cible la cellule infectée. Et ça fait toute la différence parce que on s'intéresse pas du tout enfin, on n'est pas du tout inquiet quant aux mutations des virus. Vous savez, par exemple, la grippe revient tous les ans avec une souche différente et on est obligé de refaire toute la campagne vaccinale avec des nouveaux vaccins. Donc, ça prend encore un an de développement et c'est un très, très gros travail et ça change tous les ans. Nous, on ne s'inquiète pas de ça parce que, quelle que soit la souche virale, elle sera sensible à notre molécule à partir du moment où on cible la cellule qui est infectée. Donc, c'est une grosse différence et c'est un réel avantage concurrentiel. Alors, justement, l'Europe vous a donné une subvention de 2,38 millions d'euros. C'est tout récent. Hein. Oui. C'est dans le cadre d'un appel à projet EIC Accelerator Phase 2. Expliquez-nous un peu ce dont il retourne, comment vous avez candidaté et pourquoi cette subvention, à quoi elle va vous servir exactement. Alors, c'est un appel à projet qui est spécifique des PME. D'ailleurs, ça s'appelle SME Instruments. Et c'est donc la phase 2, c'est-à-dire qu'elle est censée suivre une première phase qui s'appelle la phase 1, qui est beaucoup plus modeste en termes de subventionnement. Et en fait, il a suffi, enfin, entre guillemets, suffi de déposer un projet. Quand je dis suffit, c'est un euphémisme. Hein, on a mis quand même plus d'un an à obtenir ce financement. Le projet, c'est un projet de 50 pages et qui décrit donc le développement de notre plateforme Signatura et ce que c'est aujourd'hui et surtout ce qu'on veut en faire plus tard. Et donc, on a passé la première phase qui est donc une soumission d'un projet écrit. On a été sélectionné en janvier et on a soutenu notre projet à Bruxelles oralement. Donc, c'est une soutenance orale en février et on a eu l'accord, je ne sais plus, il y a un mois et demi à peu près. Donc, cette subvention de 2,4 millions d'euros sur un budget total de 3,5 millions, ce qui sous-entend qu'on doit apporter, nous, à peu près 1 million en fonds propres. Et l'objet de ce projet, donc, c'est donc de développer notre plateforme Signatura. En deux mots, qu'est-ce que c'est que Signatura? Donc, c'est une plateforme qui allie le criblage in silico en utilisant un algorithme très puissant qui nous permet de comparer la signature transcriptomique de cellules lorsqu'elles sont infectées par un virus ou bien lorsqu'elles sont traitées par un candidat à médicament. Et lorsque les signatures transcriptomiques sont ce qu'on appelle anticorrélées, là, on sait qu'on a de bonnes indications que la molécule qui est responsable de cette anticorrélation sera efficace contre le virus qui a provoqué le changement de signature transcriptomique à partir de la cellule saine. Donc ça, c'est le début de notre travail. Une fois qu'on a établi cette signature transcriptomique, on l'a comparée, etc., on sélectionne, on crible donc des molécules à partir d'une base de molécules publiques et on identifie les molécules qui ont un potentiel et ensuite on les valide sur nos modèles précliniques. Donc le but de ce projet financé par l'Europe, donc c'est de développer tout ça en upgradant un petit peu notre algorithme de travail in silico et en nous donnant la capacité
d'augmenter notre rythme de criblage de molécules. Et donc, on augmente par la même occasion notre base de données, notre banque de candidats médicaments. Voilà, c'est un petit peu l'objet global. Il y a 5 ou 6 work packages, ce qu'on appelle des work packages. On a un budget, on a 2 ans pour faire ça et on a reçu l'argent la semaine dernière. Voilà. Et justement, si on va au bout du modèle Signatura, quel est le modèle d'affaires en fait sur lequel vous vous positionnez? Alors, le modèle d'affaires, il est double, on peut dire double, c'est-à-dire il peut marcher dans les deux sens. Nous, ce qu'on propose, c'est d'aller voir les pharmas, les grosses pharmas. Vous savez, toutes les grosses pharmas, et là, je parle d'expérience, j'ai passé 30 ans chez Sanofi, hein, toutes les grosses pharmas ont des centaines de molécules, ce qu'on appelle chez Sanofi, on appelle ça les sleeping beauties. Donc, ce sont des molécules qui ont été arrêtées à des phases tardives de développement. Ça peut aller même en phase 3, phase 1, phase 2, phase 3, des fois en préclinique. Et ces molécules, elles ont des téraoctets de données associées, des données structurées, donc tout à fait récupérables, tout à fait exploitables. Et nous, ce qu'on propose donc à ces pharmas, c'est de signer des accords qui nous permettent d'avoir accès à une partie de cette collection de molécules dans leurs placards, sur leurs étagères, afin de pouvoir nous les passer sur notre plateforme Signatura. Et lorsqu'on identifie une ou plusieurs molécules d'intérêt, à ce moment-là, on retourne voir la pharma en question et on essaye de négocier, on propose en tout cas de négocier un deal. Et là, ça peut marcher dans les deux sens. C'est-à-dire que soit la pharma en question n'est pas du tout intéressée par l'indication qu'on propose, la nouvelle indication, le repositionnement qu'on a identifié pour leur molécule. Dans ce cas-là, on peut nous négocier d'acquérir cette molécule, d'acquérir les droits sous licence, en rentrant dans un système de front et de milestone de développement, milestone commerciaux et royalties. Ou alors c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que la pharma en question est intéressée par ce qu'on a trouvé, par nos résultats. Et dans ce cas-là, nous sommes propriétaires de ces résultats. Et donc, on signe un contrat qui donne accès sous licence à ces résultats, donc à cette pharma, qui peut ensuite développer sa molécule en nous versant les rémunérations qui vont bien au moment qui vont bien. Donc, c'est un modèle double qui à mon avis, a l'avantage d'être très crédible et qui surtout a l'avantage d'être rapidement capable de générer du cash à l'horizon 5 ans. On a fait des projections qui peuvent éventuellement nous propulser. On n'est même pas sûr d'avoir envie d'aller en bourse. On peut éventuellement s'en sortir sans aller public, quoi. Donc c'est un petit peu ça qu'on essaie de défendre aujourd'hui. C'est un petit peu ça qu'on essaie de mettre en place. À côté de ça, on a également, mais seulement lorsque les ressources le permettent, on a également la possibilité de mettre en place et de développer une activité de service. Et là, pour le coup, on crible quelques molécules en faisant payer donc le coût FTE, quoi. Et par contre, là, on n'est pas du tout intéressé au résultat, quoi. C'est du pur service, mais un seul deal de cette nature serait suffisant pour nous faire vivre pendant 1 an. Donc, c'est aussi quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Dans les partenariats pharma, vous avez déjà des signatures qui sont avancées ou pas. Et bon, il y a une chose qui est importante, c'est que ça donne de la valeur à l'entreprise au fur et à mesure que vous avancez sur ce domaine-là. Bien sûr. Sans trahir de secret, je peux annoncer qu'on a évidemment un partenariat avec Sanofi. Donc c'est un MTA, ça nous donne accès à une collection de 120 molécules qui ont toutes été arrêtées à des phases tardives de développement, de la phase 1 à la phase 3. On a signé ce MTA donc il y a plusieurs mois maintenant et le criblage des molécules a commencé. On a rendez-vous déjà chez Sanofi fin septembre pour une première restitution des résultats et pour voir la suite, quoi. Et on a des contacts avec d'autres pharmas qui ont exprimé un intérêt, qui sont sur des modèles un petit peu différents, qui nous donnent accès gratuitement et on n'a pas besoin de signer un contrat. Et ensuite, on voit ce qui se passe. C'est le cas, par exemple, de Boehringer Ingelheim, qui a mis en place une plateforme qui s'appelle OpenMe
sur laquelle il y a une soixantaine de molécules qui sont toutes très très bien caractérisées également. Et, voilà. Et là, il suffit d'écrire un mail au gestionnaire de cette collection et il nous envoie 5 mg de produits en poudre dans la semaine, quoi. Donc, Boehringer Ingelheim, c'est lyonnais, ça a l'avantage c'est next door. Sanofi, c'est à côté de chez moi, puisque moi je suis parisien. Et je connais encore quelques personnes chez Sanofi, en particulier dans l'équipe de out-licensing à laquelle j'ai participé en fin de carrière. Et donc, oui, j'ai des contacts assez privilégiés dans ces deux sociétés, quoi. Mais ce sont des exemples, et évidemment, on va essayer de développer ça au maximum. Dans la compétition, je reviens à cette compétition, à ce marché mondial, il y a d'autres sociétés qui ont des plateformes de repositionnement, de screening, qui sont vos grands compétiteurs, si on peut dire. Alors en fait, il y en a quasiment pas parce que la plupart de ces plateformes que tu cites, en fait, elles sont en effet, elles font du repositionnement, mais elles ciblent le virus. Dans le cas des maladies virales, hein. Elles ciblent pas la cellule, donc on est pratiquement les seuls à faire ce qu'on fait. Voilà. C'est un petit peu, c'est aussi un avantage concurrentiel. Bon, et donc il y a aussi la question du portefeuille. Vous avez un portefeuille avec quand même quelques molécules Oui. Intéressantes. Est-ce qu'on on peut en parler? Oui, bien sûr. On a une petite dizaine de molécules identifiées. On a un portefeuille maintenant. On a 5 brevets déposés. Il y en a 5 demandes de brevets déposées. Il y en a 3 qui ont été accordées. Il y en a évidemment 2 qui ont été déposés pour Covid-19, donc c'est un petit peu tôt pour pouvoir en parler, mais en tout cas, oui, on protège notre travail. Et quant aux molécules, elles ont été identifiées dans la plupart des cas dans des maladies virales respiratoires. On a beaucoup parlé du SARS-CoV-2, donc responsable du Covid-19, mais avant ça, il y a la grippe. Ne pas oublier la grippe. La grippe tue en moyenne tous les ans 600 000 personnes, hein, donc dans le monde. Le Covid, le SARS-CoV-2, on est malheureusement à peine à plus de la moitié. Enfin, je dis malheureusement. Heureusement, ça ne dépasse pas encore le chiffre de la grippe, mais ça reste un chiffre très impressionnant. Mais n'oublions pas la grippe parce que voilà, la grippe sévère tue beaucoup, pas seulement des personnes âgées. La grippe sévère tue des nouveau-nés, tue des enfants en très bas âge. Il y a la grippe sévère, donc le MERS coronavirus qui était responsable donc de cette petite épidémie au Moyen-Orient il y a quelques années. Il y a RSV, il y a HMPV, enfin voilà, quelques virus méchants, on va dire. Faut quand même savoir qu'il y a quasiment rien sur le marché hein, pour traiter les virus. Il y a très très peu de molécules en développement pour le traitement des maladies virales. En particulier les maladies virales respiratoires et encore en particulier les maladies virales respiratoires aiguës. Donc voilà, il y a un marché évidemment et nous on a des solutions à proposer. On a un essai clinique qui est en cours, une phase 2B pour le traitement de la grippe sévère. C'est un essai clinique dont le but est de recruter 176 patients pour tester donc notre molécule, toujours le diltiazem, en combinaison avec le standard de référence, donc l'oseltamivir, le Tamiflu. Et là, on a montré, nous, dans nos modèles expérimentaux, que la combinaison, encore une fois, elle est synergique, c'est-à-dire que le Tamiflu tout seul est relativement peu efficace, mais efficace quand même. Le diltiazem tout seul est peu efficace, mais efficace quand même. Et la combinaison des deux, elle est simplement voilà, superbe. Donc, l'essai clinique est en cours. On espère les résultats l'année prochaine. Et ensuite, ça nous permet de poursuivre notre développement. Pour ce qui est du diltiazem, on sera obligé de passer par un développement de produits, c'est-à-dire que le diltiazem aujourd'hui, donc, il est commercialisé. Et pour pouvoir, nous, exploiter notre travail, il va falloir qu'on développe une formulation propriétaire spécifique du traitement de la grippe, de façon à faire la différence entre le traitement de la grippe et le traitement des maladies cardiovasculaires. Voilà. Donc ça, c'est notre actualité proche. On est en train de prendre des contacts avec des partenaires, parce qu'on a besoin de partenaires pour ça. On prend également des contacts avec des investisseurs, parce qu'on aura besoin d'argent pour ça. C'est un petit peu la quasi-totalité de l'objet de notre levée de rang A qu'on est en train de préparer aujourd'hui.
on essaie de lever 6 millions pour financer en particulier et surtout ce développement de produits. Et puis, on prépare également une levée un peu plus ambitieuse, une levée de rang B de l'ordre de 50 millions pour nous aider à financer le développement clinique de tous ces produits qui arrivent rapidement. Voilà. Parfait. Alors, il est 19h23. On a terminé notre première partie d'échange. C'est maintenant le moment clé de la question 1, comme on dit. C'est à nos participants de formuler leurs propres questions. Et donc, qui souhaite poser la première question? S'il y a un grand blanc, je continuerai, mais s'il n'y en a pas, j'en serai heureux. Bon, pour le moment, c'est un grand blanc, donc on va continuer d'avancer tous les deux. Sur cet essai clinique, de toute façon, on a eu beaucoup d'échos de CEO qui sont passés avant avec d'autres sociétés, donc il n'y a eu aucune perturbation concernant la continuation. Vous aviez fini le recrutement, ça n'a pas interféré du tout. Lequel essai clinique, qu'est-ce qu'on parle? Celui sur les 176 patients. Si. Bon. Si, malheureusement, la campagne de recrutement pour la grippe, elle a quelque peu été perturbée et ça, on s'en doutait un petit peu, quoi. C'est un petit peu la même population de patients, hein, Covid-19, grippe. Voilà, nous on pense que il y a un très très grand nombre de patients qu'on aurait pu recruter pour la grippe qui sont soit décédés du Covid-19, soit qui ont eu le Covid-19 et qui ont, espérons-le, qui ont guéri. Mais en tout cas, oui, le recrutement, il a commencé, on a eu, je crois, un mois à peu près, le mois de décembre, à peu près normal, où le recrutement s'est effectué de façon normale. Et puis après, à partir du moment où, tout début janvier, quand on a commencé à parler de cette pandémie, très rapidement, on a arrêté de recruter pour cette étude clinique-là, malheureusement. Donc, on repart sur une nouvelle campagne l'hiver prochain pour la grippe. Okay. Cet arrêt brutal, ça a quand même eu un impact financier sur la société ou Non, pas vraiment. Non, c'est pas, ça n'a pas du tout été impactant. C'est on a des collaborations avec notre réseau hospitalier, les Hospices civils de Lyon, le CHU de Lille. Voilà, ils s'y attendaient, ils ont géré ça. Je pense qu'ils ont été aussi en première ligne pour le traitement de Covid-19, donc ils avaient d'autres chats à fouetter que de parler de cette étude-là, quoi. Donc voilà, tout le monde a compris, tout le monde a trouvé ça tout à fait normal, quoi. Bien. Alors, on commence à voir les premières questions qui arrivent. Quelles sont les clés de votre réussite au SME Instrument? Comment est-ce que vous avez réussi à passer? Alors, beaucoup de travail. On n'a pas fait ça tout seul. On s'est fait aider par une société spécialisée, évidemment sur la base d'un service, quoi. On peut avoir son nom? Oui, Inspiralia, je les cite volontiers parce qu'ils ont été professionnels jusqu'au bout. Quand je dis jusqu'au bout, c'est jusqu'à la signature ce qu'on appelle le Grant Agreement, donc qui est finalement le contrat avec la Commission européenne. C'est une société espagnole qui est basée à Madrid. Et ils nous ont aidés à rédiger le dossier. Le dossier de 40 pages. Ils nous ont aidés à préparer la présentation, donc PowerPoint. Entre parenthèses, il faut envoyer cette présentation en même temps que le dossier projet, quoi. Et surtout, ils nous ont coachés en séminaire interne pendant 2 jours. Même plus 2 jours, 2 jours en présentiel. Et il y avait eu 2 ou 3 sessions préalables pour nous aider à préparer donc cette soutenance. Je dois dire que j'y croyais pas trop, c'est-à-dire que ma petite expérience de ce genre de situation que j'avais chez Sanofi me faisait croire que j'allais m'en sortir tout seul. Et en fait, heureusement qu'on les a écoutés parce que lorsqu'on répétait, lorsqu'on était coaché pour la présentation et surtout pour la séance de questions qui a suivi la présentation, 9 questions sur 10, on les avait préparées. C'est-à-dire que Inspiralia savait
par expérience, hein, savait quel type de questions le jury, l'auditoire allait nous poser. Et ça a été probablement clé. N'empêche qu'il faut quand même passer cette première phase de sélection qui est donc sur dossier électronique. Et là, pour le coup, c'est pas simple. C'est-à-dire que là, c'est un petit peu, je vais pas dire que c'est arbitraire parce que c'est pas vrai, mais voilà, il faut que rien ne manque au dossier. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout ce qui est demandé, il y a des templates, il y a des formats, hein, tout est parfaitement formaté, mais on peut pas se permettre d'oublier quoi que ce soit parce qu'on est tout de suite sanctionné. On reçoit un rapport d'évaluation. Quand même pour nuancer tout ça, on a quand même soumis 3 fois le projet, hein, avant d'être 3 fois on a été invité 2 fois à soutenir. D'accord. Donc la première fois c'était un entraînement. La deuxième fois on n'a pas été sélectionné et la troisième fois on a été sélectionné et on a réussi. Donc c'est un travail de longue haleine. Il faut du temps, il faut consacrer du temps et puis il faut s'inscrire dans la durée. Il faut vraiment écrire un dossier qui tient la route, qui est sérieux, et puis soutenir. Voilà. Donc c'est un long travail. Une petite question au passage, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de cette société espagnole? Alors, il n'y en a pas beaucoup des sociétés qui font ça. Un simple benchmark permet d'en identifier une en Espagne. Moi, j'en connais une en Suisse, j'en connais une ou deux en France. Après, bon, ce qui fait qu'on a choisi celle-ci plutôt qu'une autre, je pense qu'il y a un feeling aussi peut-être un peu plus personnel. Il y a un des membres de l'équipe qui a travaillé sur le projet qui est espagnol de langue maternelle. Peut-être que ça a joué aussi dans la relation. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de relationnel et une relation de confiance qui s'est instaurée. Ça c'est essentiel parce que on fait un long chemin ensemble et on a besoin d'avoir confiance, quoi. Deuxième question, et c'est toujours la même personne, pour la partie prestation de service, faut-il la molécule même ou son identité suffit-elle? J'ai peur de pas comprendre. Alors, peut-être que Mohamed Amiet peut prendre la parole directement pour préciser le propos. Oui, bonjour messieurs. Merci. Bonjour. Alors ma question, est-ce que supposons que nous travaillons sur un anticorps, il vous faut l'anticorps même? Ah oui. D'accord, ok. Ah oui, oui. Le modèle cellulaire qui va avec, parce que vous avez décrit un modèle cellulaire de l'infection pulmonaire. Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de répondre à d'autres modèles cellulaires, en sachant que votre modèle de travail, c'est in silico? Alors, la première partie est in silico. La partie in silico, c'est la signature transcriptomique. D'accord, ça nous permet de faire une présélection des molécules. Mais pardon, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que évidemment, ce travail de prestation de service, on préférera le faire à partir de molécules pour lesquelles notre client nous fournira quelques informations. C'est-à-dire, voilà, on va pas travailler comme ça à l'aveugle. Donc idéalement, il faudra que la molécule les molécules ou la molécule soit sélectionnée sur la base de critères, comment dire, sélectifs, quoi. D'accord. C'est ce qu'on fait nous avec la plateforme Signatura. Alors, si c'est une petite molécule ou peut-être un anticorps, là franchement, vous me posez une colle pour la partie signature transcriptomique. Mais une petite molécule, par exemple, on peut très bien établir la signature transcriptomique de cette petite molécule. Mais pour ça, il nous faut le produit, ouais. D'accord, ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Bien, une autre question. Y en a-t-il une? Jean-Yves? Oui, vous m'entendez? Oui, on vous entend, Jean-Yves Renaud. Quelle est la voie réglementaire qui est envisagée pour ce genre de combinaison? La voie réglementaire, qu'est-ce que vous entendez par là? On enregistre une combinaison des produits ou chaque produit différemment et je crois que c'est différent entre les US et l'Europe. Ouais, alors on n'a pas encore défini ça. Ça va un petit peu dépendre du résultat on a un brainstorming ce week-end, cette semaine sur justement le développement produit. En fait, on a plusieurs solutions, plusieurs alternatives. On en a deux principalement. Soit on développe la combinaison.
on pourrait très bien, par exemple, développer un comprimé mixte qui contiendrait 2 principes actifs. Et là, c'est comme voilà, c'est un comprimé, quoi. On développe un comprimé. Ou alors, on développe une des 2 molécules sous forme, par exemple, inhalée dans un nébulisateur, et la deuxième, quelle qu'elle soit, elle peut être utilisée sous sa forme classique de comprimé. On peut également développer une combinaison nébulisée. Donc tout ça, ça va être discuté en détail cette semaine avec l'ensemble des partenaires avec qui on a l'intention de monter ce projet, donc de développement de formulation propriétaire. Et toute la partie réglementaire sera évidemment mise sur la table également, et on prendra les décisions qui s'imposent à la suite de ça. Et l'idée, c'est de vendre les 2 molécules alors? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ça devra passer par des accords avec les propriétaires actuels de ces molécules. Hein. Par exemple, Gilead. Les molécules qui sont génériquées, c'est différent. Mais celles qui ne le sont pas, voilà, là, il y a des petits soucis à se faire. Oseltamivir, c'est par exemple génériqué, c'est vendu, c'est en train d'être swifté par Sanofi aux États-Unis pour être vendu OTC. On pourrait très bien imaginer une combinaison, peut-être pas OTC, mais en tout cas une combinaison mixte de ces produits avec un packaging spécifique pour le traitement de la grippe sévère. Ça pourrait aussi être réservé à l'usage hospitalier. Enfin, tout est possible en ce moment. Tout est envisagé. Et les brevets de combinaison, vous estimez que c'est assez solide? Oui, il y en a un qui est accordé déjà. D'accord. Oui. C'est pas suffisant pour pouvoir exploiter, on est bien d'accord. Hein. Oui. On peut pas éviter les prescriptions off-label, hein, par exemple pour diltiazem, mais c'est pour ça qu'on développe une formulation propriétaire spécifique avec un développement à part entière. C'est-à-dire qu'il faudra montrer que cette formulation spécifique est supérieure en termes d'efficacité au comprimé. Voilà, il y a plein de paramètres qu'il faut prendre en compte. Il faut établir l'équivalence, la bioéquivalence entre un comprimé et cette forme nébulisée. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a du boulot. Il y a du boulot, ouais. Plusieurs années. Ceci dit, plusieurs années en comptant évidemment l'évaluation clinique. Parfait. Et ceci dit, ça accélère nettement le positionnement du produit sur le marché. Ah oui. Bah là, c'est clair. Vous êtes à une réduction de combien? Vous travaillez sur les réductions de positionnement sur le marché de combien de temps? Écoutez, un développement classique, c'est 8 à 12 ans, des novo, à partir de rien. Nous, on pense qu'en 5 ans, on peut être sur le marché à partir des premiers essais sur notre molécule. Alors, le repositionnement de molécules, il y a du pour et du contre. Je commence par le pour. Ça accélère extrêmement efficacement la mise au marché d'un produit, à condition que la molécule en question se soit arrêtée en phase 3, par exemple, pour des raisons différentes de sa toxicité intrinsèque. Si la molécule est sur le marché, là, c'est la limite de ce concept de repositionnement, parce que si c'est sur le marché, il faut éviter les prescriptions off-label. Et là, ça passe par un nouveau développement d'une formulation différente. Et là, on repart un petit peu en arrière, pas forcément en préclinique, mais en tout cas, il faudra faire une phase 1 probablement et repartir au niveau développement clinique. Donc, on va accélérer par rapport à une découverte de molécules de novo, mais on va moins accélérer que si on prenait une molécule qui a été arrêtée en phase 3. Bien. Alors, Pardon, Jean-Yves, je vous ai coupé la parole. Reprenez. Vous avez dit le pour et le contre des combinaisons. C'est ça, le contre, c'est une molécule qui est sur le marché. Ah, d'accord. Okay. Il y a des limites. C'est pas que c'est contre, c'est qu'il y a des limites dans le gain de temps, donc dans le gain d'argent. Notre proposition de valeur, c'est ça, hein, c'est plus vite et moins cher sur le marché. Donc ça, c'est complètement vrai si la molécule qu'on développe a été arrêtée en phase 3, parce que là, on a tous les bénéfices. Hein, on a encore une fois des quantités extraordinaires de données qu'on peut exploiter. C'est un tout petit peu moins vrai si la molécule est sur le marché, parce que là, on doit gérer le problème des prescriptions off-label. Est-ce que ça répond à toutes vos questions, Jean-Yves? Oui.
Bien. Une autre question qui a été posée par Ali Bakrim, ça concerne le grand nombre de produits. Alors, je suppose que Ali Bakrim me posait la question du grand nombre de produits recombinés dans le respiratoire. Et est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle pour identifier les bonnes cibles? Est-ce que c'est la bonne formulation de la question, Ali Bakrim? Oui, c'est ça. C'est bon, la réponse. Alors, oui, on utilise l'intelligence artificielle parce qu'on utilise un algorithme pour faire notre première phase de criblage in silico. C'est là où on utilise en effet des machines puissantes, et c'est là aussi où on a une possibilité d'amélioration de notre outil qui va nous être apporté par ce grand européen. C'est sur cette première phase où on peut singulièrement améliorer les capacités de notre algorithme. Oui. Voilà, merci pour cette réponse. Une question supplémentaire. Il nous reste encore 2 minutes d'intervention, donc celui ou celle qui souhaite poser une question, n'hésitez pas. En attendant, moi j'avais une petite intégration sur, si on revient sur Covid-19, finalement, on a certainement là une crise qui va être récurrente. Oui. Avec la manière de la grippe, avec une évolution de Covid-19 sur des souches différentes, des souches qui vont évoluer. Est-ce que de fait ça va devenir quelque chose de central dans votre développement futur ou pas? Comment est-ce que vous voyez évoluer les choses dans le futur? Alors, notre ambition, c'est de réagir rapidement et de montrer qu'on est capable de le faire. On l'a montré dans le cadre du Covid-19, puisqu'en 3 semaines, à partir du moment où on a eu accès aux échantillons de patients, en 3 semaines, on a été en mesure de proposer une solution à évaluer en clinique. Pour le reste, on sera opportuniste, c'est-à-dire que oui, si le contexte le demande, on agira de la même façon, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, on aura accès grâce à ce partenariat avec Virpat, et si ce sont des maladies virales, bien évidemment, on aura accès donc aux échantillons de patients, aux virus séquencés. Quand même, virus séquencé, Virpat était le 4e labo mondial à avoir séquencé le virus, c'est pas rien, quoi. Et puis on a accès donc au laboratoire P3, à toute la logistique, etc. Donc on l'a fait une fois, on le refera s'il y a besoin de le refaire. Voilà. Après, notre ambition, on va dire moyen-long terme, c'est aussi de montrer que cette plateforme, elle est utilisable en dehors du monde des virus, c'est-à-dire les bactéries, par exemple, et puis dans un temps encore plus loin, en dehors des maladies infectieuses tout court. Et on est déjà en train de discuter avec des partenaires pour mettre en place un projet qui permettrait de montrer l'intérêt de cette plateforme dans d'autres aires thérapeutiques que les maladies infectieuses. On y croit, et techniquement, en tout cas, c'est tout à fait réaliste. Voilà. Vous pourriez être dans l'antibiorésistance et venir sur les terrains d'Antabio, notamment. Alors, on pourrait accompagner évidemment des startups, enfin pas des startups, des biotech comme Antabio. On pourrait les accompagner dans le développement de leurs molécules. Mais nous, encore une fois, on cible la cellule. Donc, on cible pas les bactéries, on cible pas les virus. C'est pour ça qu'on peut accompagner. Et on peut combiner notre molécule ou nos molécules avec des antiviraux, avec des antibactériens, donc des antibiotiques. Et dans d'autres domaines également, on peut être efficace. Voilà. Donc oui, c'est tout à fait possible. On a déjà, pour ne rien cacher, on a déjà des résultats qui vont dans ce sens-là. Voilà, on a des molécules actives sur Pseudomonas, par exemple. Voilà, pour citer qu'une seule bactérie, donc pour laquelle il n'y a pas grand-chose. Parfait. Il est 19h41. On est dans les temps. Vraiment, merci pour cette intervention très nourrie et très détaillée. Alors, pour votre information, comme d'habitude, vous pouvez retrouver, je fais un peu la pub pour Biotech Finance, vous pouvez retrouver tous les articles sur Signia Thérapeutique dans Biotech Finance. On suit l'entreprise très régulièrement. Cela a toujours de belles petites choses à annoncer. Donc, vous allez sur le site www.biotech-finance.com pour les retrouver. Pour ce qui est des prochains intervenants, donc demain, nous recevons Alessio Beverina. Alessio Beverina a monté un fonds MedTech qui est en Italie, qui s'appelle Panakes Partner. Et Alessio est un ancien de Sofinova. Donc lui, il cible
Il investit 30 à 40% de son fonds dans les biotech, les medtech françaises, pas les biotech françaises, les medtech françaises. Et donc, il suit particulièrement ce domaine. Il nous parlera un peu de l'impact de la crise et de ses choix stratégiques en termes d'investissement. Et puis, jeudi, on a une société cotée avec Philippe Gène, donc au design, qui vient nous voir. Et vous savez que Philippe Gène ne pratique pas la langue de bois quand il est avec nous généralement, et ça va être aussi intéressant et passionnant de découvrir un peu sa stratégie. Il a signé un partenariat avec une entreprise chinoise la fin de semaine dernière, avec IGEN exactement. Voilà, il sera avec nous jeudi soir à 19h. Merci à tous, merci Frédéric d'avoir été avec nous. Bonne soirée à tous et bienvenue aux prochaines conférences. Au revoir. Bonne soirée.